Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Tech. Au programme, le Digital Services Act, toujours en cours de négociation auprès des députés européens. Nous recevons en plateau Didier Casas, secrétaire général du groupe TF1, pour faire le point ensemble sur l'impact de cette nouvelle régulation sur le secteur global et puis étudier ensemble cette ligne de plus en plus floue entre les éditeurs et les plateformes. Et puis sprint final pour les 12 candidats et candidates à l'élection présidentielle 2022. La campagne officielle démarre aujourd'hui. Alors on va faire le point ensemble, comme tous les lundis, sur les propositions des candidats au numérique, avec un focus aujourd'hui sur ces ambitions très souvent citées de souveraineté numérique. Puis ensuite, on va parler des ours, précisément du pelage des ours, qui renferme en réalité quelques mystères qui ne sont évidemment pas passés inaperçus dans le domaine du biomimétisme. Alexandre Bolatti, spécialiste en recherche et innovation chez Bioxégis, sera en plateau avec nous pour en parler. Et pour conclure, on partira à la découverte, comme tous les lundis, de ceux qui font demain, avec aujourd'hui une entreprise qui met au point des médicaments basés sur l'étude des microbiotes. Allez, on démarre tout de suite avec notre invité en plateau pour l'interview. Le Digital Services Act est toujours au cœur des discussions. Cette loi doit poser les bases d'une nouvelle réglementation à destination des plateformes au niveau européen pour une plus grande transparence pour les utilisateurs. Mais le DSA concerne aussi les éditeurs, on va voir comment, et il interroge sur la frontière entre créateurs de contenu et distributeurs. Alors avec nous en plateau, Didier Casas, secrétaire général du groupe TF1. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Tech. Alors d'abord, on va éclaircir un point, on parle de plateforme. C'est pas seulement Netflix et Amazon. Non, bien sûr, les plateformes, c'est Netflix et Amazon, mais c'est aussi de multiples acteurs d'Internet. Et tout l'intérêt de la réglementation européenne qui est en cours de construction sur ces sujets, c'est de bien faire la distinction entre ces plateformes, selon qu'elles ont un aspect systémique ou non, qu'elles sont très grandes ou non. Et évidemment, elles n'ont pas le même poids et les mêmes effets, notamment en matière algorithmique. Donc, le critère, pour qu'on comprenne, c'est cet effet systémique, c'est-à-dire générer de plus en plus de flux aussi, avec une question de masse, de données de masse et de personnes qu'on va réunir sur la plateforme. Donc c'est un critère d'auditeur ? Oui, c'est un critère. La réglementation européenne qui est en cours de construction avec le DSA prend le sujet sous l'angle du risque systémique que font peser les plateformes, étant donné leur taille, sur les informations diffusées et donc sur les plateformes et donc la quantité de données qui circulent. C'est ça le critère. En effet. Alors sur le papier, TF1, vous êtes éditeur, donc vous n'êtes pas directement concerné par cette réglementation. Si. Alors si, en réalité, on est concerné sous divers angles. D'abord parce que nous sommes également présents, certes, bien entendu, un éditeur de services audiovisuels, de contenu audiovisuel, donc on est présent sur les antennes, bien sûr, on diffuse des contenus, mais on est aussi concerné sous l'angle d'un éditeur qui a également des contenus non linéaires sur l'Internet. Et puis, on est également concerné sous l'angle de producteurs de contenu qui sont eux-mêmes sélectionnés, retenus par les plateformes sur la base des fameux algorithmes qui, du coup, vraiment concentrent notre attention et sont le cœur de cette réglementation en construction avec le DSA. Et c'est pour ça qu'on en parle, au fond, aujourd'hui. Pour au moins 3 raisons, j'allais dire. D'abord, c'est un sujet qui est évidemment d'actualité, c'est la réglementation européenne. C'est un sujet, l'algorithme, qui est absolument central dans le fonctionnement de l'Internet. Les chiffres qui circulent, les estimations, c'est qu'un adolescent, par exemple, reçoit aujourd'hui 300 sollicitations ou recommandations algorithmiques par jour. Donc, il faut vraiment s'en occuper. Et puis aussi parce que pour nous, par exemple TF1, la question des algorithmes est au cœur d'une concurrence qui est assez déloyale, en vérité, entre les grandes plateformes systémiques et nous. Alors, on va revenir sur tous ces points en particulier, et notamment cette question de l'algorithmie. D'abord, un mot, parce que ça a été un sujet assez central qui concernait les éditeurs. Les plateformes auront le droit de modérer du contenu arbitrairement. Une demande d'exemption pour les médias à événements a été proposée, refusée au cours des négociations. Quel est votre positionnement ?
Parce que vous avez du contenu média qui circule sur cette plateforme. Bien sûr. Notre position à nous, qui est un peu particulière, nous, groupe TF1, c'est de considérer que le cœur de la question, le cœur du débat, c'est d'aller regarder sous le capot, au fond, des plateformes, et donc dans les algorithmes, et de voir sur la base de quelle logique, de quelles règles nos contenus sont sélectionnés. Donc, nous n'étions pas les plus demandeurs en matière d'exemption média, précisément. En revanche, nous sommes très demandeurs, et nous le demeurons, d'un contrôle, j'allais dire, beaucoup plus approfondi que ce qui est prévu dans le texte à ce stade, sur le contrôle du contenu des algorithmes et de leur logique. Parce que c'est là qu'il y a, au fond, le nerf de la guerre dans la sélection des contenus, ce qu'on appelle la découvrabilité des contenus, c'est-à-dire le fait qu'ils soient présentés en première intention à un internaute, plutôt tel contenu plutôt que tel autre. Voilà, tout ça est déterminé par un algorithme, et pour nous, c'est ça le cœur du sujet, plus que l'exemption média. Aujourd'hui, on peut rappeler que TF1 est responsable de son propre contenu. Vous êtes régulé notamment par l'Arcom, et pour les plateformes, eh bien, l'idée, c'est que c'est cette transparence des algorithmes qui ferait office de vecteur de régulation, en fait. Oui, au fond, si on regarde schématiquement, qu'est-ce qui différencie un éditeur de contenu audiovisuel comme nous, TF1, d'une plateforme ? Nous, notre métier, c'est de choisir quel type de contenu on va mettre à l'antenne à tel moment plutôt qu'à tel autre. Et on est responsable de tout, c'est-à-dire du contenu, du moment où on le met et des effets que ça produit. Et effectivement, s'il y a un problème sur l'un ou l'autre de ces points, l'Arcom, donc le régulateur audiovisuel, est là pour veiller et, le cas échéant, pour nous sanctionner. Une plateforme, elle, va fonctionner différemment. D'abord, le nombre de contenus qui est susceptible d'être exposé est évidemment beaucoup plus important. L'Arcom, on peut imaginer qu'elle peut mettre des agents pour visualiser nos contenus en permanence. Évidemment, l'ensemble des contenus devant la masse considérable des plateformes, c'est beaucoup plus difficile, évidemment humainement impossible. Et par ailleurs, et surtout, et c'est la grosse différence, une plateforme ne sera pas, j'allais dire, responsable elle-même directement des contenus qu'elle projette, pour la bonne et simple raison qu'elle n'en est pas l'éditrice, cette plateforme. Donc elle n'est pas responsable juridiquement, en tout cas directement, du contenu. Elle va simplement sélectionner les contenus dans l'environnement et les mettre à disposition, les projeter sur les utilisateurs de la plateforme. C'est la grosse différence, évidemment, entre une plateforme et nous. Et la solution, ce serait quoi ? Ce serait de considérer ces algorithmes au même titre qu'un directeur de rédaction, un directeur de publication ? Non, justement, évidemment, la tentation est assez forte, pourrait être assez forte de soutenir cela ou de demander cela, en disant que on voit bien qu'avec la logique des algorithmes pour sélectionner les contenus, on n'est quand même pas très loin d'une ligne éditoriale. Oui, la ligne est très floue. Et bien sûr, la ligne de partage des eaux, si j'ose dire, entre un éditeur véritable et une plateforme, on voit bien que la plateforme, de plus en plus, va, au fond, choisir de pousser certains contenus plutôt que d'autres, ce qui ressemble à une ligne éditoriale. Néanmoins, encore une fois, nous considérons, nous, que la logique n'est pas de transférer le droit de l'éditeur de service sur les plateformes, mais plutôt d'inventer une nouvelle régulation, à condition qu'elle soit efficace et qui soit adaptée au modèle particulier des plateformes. Parce qu'au fond, si je reste 2 secondes là-dessus, quand on regarde ce que sont les grandes catégories d'algorithmes, c'est quand même ça qu'il faut bien avoir en tête. Il y a les algorithmes que tout le monde trouve très bien, qui est l'algorithme de modération, celui qui sert à qualifier le contenu. Bon, ça, tout le monde est assez d'accord. Il y a quand même la toute petite question de savoir c'est quoi un contenu choquant dans une société démocratique, libérale, une fois qu'on a enlevé, bien sûr, les contenus qui incitent au terrorisme ou pédopornographie, qui sont évidemment choquants, mais où s'arrête le choc et où s'arrête la liberté d'expression. Donc ça, c'est le contenu, j'allais dire l'algorithme de modération. Mais après, il y a des algorithmes qui sont beaucoup plus sournois. Il y a par exemple l'algorithme de pertinence, celui qui va classer l'hôtel que vous recherchez pour vos vacances, celui qui va classer le film que vous voulez voir pour votre soirée, votre restaurant, etc. Donc là, le problème, c'est que ça pose un problème de concurrence. En fait. Bien entendu, c'est ça le sujet. Avec vous. Avec nous. Par exemple, sur le secteur de la publicité. Par exemple, ce secteur, parce que sur cet algorithme de classement ou de
pertinence? Eh bien, la question, c'est le fameux biais qu'on dit en bon français de self-preferencing. C'est-à-dire, je suis une plateforme, je vais vous pousser sur la base de mon algorithme qui n'est connu que de moi, ma plateforme. Je vais vous pousser telle proposition d'hôtel, non pas parce qu'il correspond nécessairement le mieux à votre demande ou à votre choix de destination, mais parce qu'il correspond à des logiques commerciales que moi, plateforme, j'ai pu établir avec le propriétaire de la chaîne d'hôtels. Bon. Sans que vous ne le sachiez éventuellement, vous, utilisatrice de ma plateforme. Pour conclure, aujourd'hui, on a une réglementation qui est en train d'être négociée. Quand elle sera adaptée, elle sera là pour durer, a priori. La précédente a quand même fait son temps. Est-ce qu'on est déjà en retard sur la réglementation si on n'inclut pas toutes ces questions C'est absolument fondamental d'inclure et d'être extrêmement ambitieux sur cette réglementation. Il reste que 2 trilogues. En clair, ce que nous souhaitons, c'est que véritablement, il puisse y avoir un audit non pas annuel des algorithmes, qu'il puisse y avoir un contrôle permanent, que le régulateur puisse, quand il le souhaite, estimer aller devoir contrôler et demander des explications à la plateforme sur le contenu de son algorithme, c'est absolument indispensable pour établir une égalité des armes entre les plateformes et les éditeurs de contenu audiovisuel comme le groupe TF1 par exemple. Merci beaucoup Didier Casas d'être venu sur le plateau de Smart Tech pour étudier ensemble cette ligne floue entre éditeurs et plateformes dans le cadre de la réglementation DSA qui est toujours en cours de négociation. Didier Casas, je rappelle que vous êtes secrétaire général du groupe TF1. Merci. Restez avec nous, on enchaîne avec votre débrief à 2 semaines des élections présidentielles et on plonge encore dans les propositions des candidats autour du numérique. Comme toutes les semaines, jusqu'aux élections présidentielles, nous prenons 20 minutes ensemble pour débriefer sur les propositions des candidats autour du numérique. Et aujourd'hui, focus sur la souveraineté numérique. Comment les candidats se sont emparés de cette ambition et avec quelles propositions? On va poser la question à nos invités en plateau qui m'ont rejoint aujourd'hui. Philippe Pinault, PDG, cofondateur de Talkspirit. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau. À vos côtés, Bernard Benamou, secrétaire général de l'Institut de la souveraineté numérique, l'ISN. Bonjour. Alors, d'abord, si c'est vrai que le sujet de la souveraineté numérique revient souvent, est-ce que les candidats ont pris véritablement, d'après vous, la mesure de l'enjeu? À l'heure actuelle, on peut déjà dire pratiquement qu'à de très rares exceptions, ils en parlent tous. Oui. Ce qui était un sujet inexistant. Je dirais même les positionnements politiques sur le numérique lors des précédentes élections étaient quasiment inexistants. Donc on ne peut que se réjouir de ça. Est-ce que pour autant ils prennent la mesure de ce qu'il serait nécessaire de faire? Globalement, la réponse est non. Pour faire court, la réponse est non. Disons qu'il y a une préoccupation qui a été mise en valeur et éclairée dramatiquement au travers de la crise Covid. Peut-être malheureusement que la crise ukrainienne risque de renforcer encore sur les questions cyber, en particulier ces questionnements. Mais on sent que entre le désir d'en parler et l'articulation avec des mesures concrètes, efficaces dans ce domaine, il y a encore un large gap, un large espace qu'il faudra progressivement combler. Et il est clair que pour l'instant, dans ce que l'on peut lire, des propositions telles qu'elles sont établies, il y a quelques candidats qui essayent effectivement d'avoir une vision constructive, mais ce n'est pas encore, je dirais, un terrain commun pour l'avenir. Vous êtes d'accord avec Oui, tout à fait. En fait, effectivement, donc le sujet est aujourd'hui à l'agenda. Je pense que depuis la crise Covid, on a pu quand même... il y a eu une accélération en fait dans la transformation des modes de travail et puis aussi cette prise de conscience de la souveraineté qui est renforcée aussi par le contexte politique actuel. Ce que nous demandons aujourd'hui aux candidats et ce sur quoi nous les interpellons, c'est le passage aux actes. Et force est de constater qu'aujourd'hui, les programmes manquent encore d'ambition et de mesures concrètes pour permettre finalement l'émergence en France, mais plus largement en Europe, de ces champions numériques qui permettront de pouvoir asseoir une souveraineté européenne qui aujourd'hui fait encore défaut. Alors, plusieurs vecteurs sont proposés pour porter cette ambition. Si on plonge un petit peu dans les propositions des candidats, le premier, c'est peut-être celui qui fait le plus parler, c'est celui du cloud. Quelles propositions se démarquent? Est-ce qu'elles sont réalistes? Est-ce que le cloud sera un vecteur de souveraineté numérique?
Je laisserai monsieur en parler plus professionnellement par rapport à ça. On peut remarquer que chacun le voit sous son angle. Les écologistes le voient sous la transition énergétique, les souverainistes le voient sous la forme de l'hégémonie ou de la puissance. Le vrai problème, c'est qu'au lieu de ne parler que de financement, ce qui a été le cas lors de la mandature qui vient de se terminer, on ne parle pas assez effectivement des mesures structurelles, en particulier sur la commande publique. J'imagine que nous serons d'accord là-dessus. Ce que font les Américains depuis 1953, le Small Business Act, donc le fait d'orienter vers des acteurs dans ce domaine une partie de la commande publique. Nous, effectivement, demandons cela au sein de l'Institut depuis très longtemps. Et globalement, je dirais, il y a un ralentissement de ces questions au niveau européen. Et il est temps de faire en sorte que maintenant, une partie de la commande, alors certains le demandent, certains parlent de quotas, mais les quotas ne préfigure pas que ce soit les petites entreprises qui en bénéficient. Donc moi je suis favorable aux quotas, mais pas seulement. Donc il faudrait effectivement une loi avec, je dirais, une administration, comme ça existe justement aux États-Unis, pour le faire. Et je dirais que cette proposition-là, elle reste à structurer pour l'avenir. Peut-être que dans les derniers jours du débat de la campagne, les choses émergeront, mais pour l'instant, elle n'est pas en dur auprès de l'ensemble des candidats. Est-ce qu'il y a eu des prises de position, par exemple sur le sujet sensible du Health Data Hub ? Alors sur le Health Data Hub, c'est pas vraiment le sujet sur lequel nous intervenons. Je représente le travail collaboratif en termes de secteur et de marché. Par contre, je peux parler de... On parlait d'offres publiques, c'est ce qui me fait rebondir. Oui, tout à fait. Mais je voudrais parler en fait des initiatives que nous prenons dans le cadre d'IT50+, qui est un groupement qui fédère aujourd'hui 300 signataires pour pouvoir interpeller justement le gouvernement et les acteurs politiques sur ce sujet de la commande publique, pour lequel nous aimerions en fait voir dans les programmes le fléchage des investissements publics sur au moins 50% de la tech française ou européenne. Il y a effectivement aussi ce sujet du Small Business Act. Je pense que c'est un sujet majeur. Il y a un triple enjeu en fait autour de la gestion de la donnée. Il y a un enjeu en fait de souveraineté économique, mais également un enjeu géopolitique et un enjeu éthique. Il est absolument fondamental que les candidats à l'élection présidentielle intègrent vraiment cet actif stratégique qu'est la gestion de la donnée, la protection de la donnée, la sécurisation de la donnée. Et nous espérons, à l'occasion de ces élections, que le cloud, dans lequel finalement transite cette data, soit vraiment bien pris en compte pour que l'on puisse enfin développer cette souveraineté européenne de gestion, autour de la gestion de la donnée. Mais alors si on voit que les candidats ne sont pas vraiment emparés du sujet, moi je reviens sur cet exemple du Health Data Hub, parce que si ça ne parle pas aux candidats, qu'est-ce qui va leur parler ? C'est une excellente question. Le fait effectivement que le Health Data Hub ait pu, alors je précise, c'était avant la pandémie, parce que tout le monde pense que c'était pendant la pandémie. C'était juste avant. Donc la décision a été prise avant. Le fait qu'on n'y soit pas revenu, ou qu'on y soit revenu en disant dans 2 ans, nous allons changer de prestataire, mais qu'entre-temps, on est favorisé, quand je dis on, à savoir le gouvernement, qui a aidé à ce que se crée effectivement et a soutenu et a promu, par exemple, la société Bleue qui rassemble Orange, Capgemini et Microsoft avec Azure, et qui soit quasiment maintenant certain d'obtenir l'hébergement après effectivement, qu'il a été confié à Microsoft au départ, ça, c'est une erreur stratégique majeure. Erreur politique, dans le sens où on dit aux Français, vos données iront malgré tout être traitées par un Américain qui peut être requis par les services de renseignement américains au travers de la loi dite FISA, peu importe, pour les plus juristes. Mais fondamentalement, c'était une erreur. Je pense que là-dessus... Et là, aucun candidat n'a pris conscience. Si, il y en a quelques-uns. Il y en a quelques-uns qui disent que c'était une erreur. Il y en a quelques-uns qui disent qu'il faut que les données des grandes administrations et les données sensibles soient confiées uniquement à des entreprises européennes, pas simplement hébergées en Europe, parce que le héberger en Europe ne suffit pas. Je veux dire, on sait très bien, et Snowden et d'autres nous l'ont appris, que peu importe où est hébergée une donnée, si elle est, entre guillemets, maîtrisée par une société américaine, elle est captable. Voilà. Et donc, par définition, si nous, Européens, qui avons justement remis en cause le Privacy Shield au travers de la Cour de justice, c'est-à-dire en clair la transmission automatique des données des Européens aux États-Unis parce qu'il y avait un problème de sécurité et de fiabilité, si nous ne faisons rien, et donc, à votre question, oui, je dirais qu'il y a quelques candidats qui ont clairement dit et fait comprendre à quel point le Health Data Hub, c'est le cas de Valérie Pécresse par exemple, mais pas que. Mais effectivement, il n'y a pas encore une ligne rouge sur le fait de dire les données les plus sensibles, données militaires, données médicales, données génétiques, ne devront à aucun prix être traitées par des entreprises extra-européennes. Je pense que ce point-là,
devra être en dur dans les années à venir, parce que le risque est beaucoup trop grand. Trop grand. Autre vecteur de souveraineté, la régulation des GAFAM. Alors là, on a entendu beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Je peux vous citer quelques exemples, peut-être. On va voir ensemble ce qu'on peut en dire. Marine Le Pen veut obliger les maisons mères des GAFAM à rompre le lien hiérarchique qui unit les filiales européennes à leur siège pour que celles-ci deviennent indépendantes. Jean-Luc Mélenchon veut refuser la censure privée sur les réseaux sociaux des GAFAM. Yannick Jadot, une taxe Google pour financer la création de contenu culturel. Alors, est-ce que toutes ces propositions, elles sont réalisables à l'échelle européenne? Est-ce que c'est la solution, peut-être, ce vecteur des GAFAM pour porter la souveraineté numérique à l'échelle européenne? Sur la régulation, je pense qu'il faut laisser aux Américains le soin peut-être d'être leader sur ce type d'action. Nous, ce que nous demandons en fait au niveau européen, c'est d'abord que ces sociétés respectent la protection des données. La plupart de ces sociétés aujourd'hui, on ne le sait pas suffisamment, ne respectent pas le cadre de la RGPD. Je pense que l'Europe s'est dotée d'un dispositif courageux, innovant, sur la transparence et la protection des données. Et force est de constater aujourd'hui que la plupart des sociétés américaines sont, sont hors la loi. Par rapport à cette réglementation. Et je pense qu'il Ils en ont conscience, les candidats, ça? Bien sûr qu'ils en ont conscience. Oui. Les procès aujourd'hui sont publics contre ces sociétés. Citons par exemple Microsoft, qui, en dehors d'ailleurs de sa politique anticoncurrentielle, a nombre de procès sur la protection, l'absence de protection des données du cadre de la RGPD. C'est un des exemples sur lequel je pense qu'il faut qu'on soit très ferme. Et comme vous l'avez rappelé, qu'on ne fasse aucun compromis et aucune compromission par rapport effectivement à cette gestion de la data. Est-ce qu'on est capable, comme l'a suggéré Nicolas Dupont-Aignan, de proposer un moteur de recherche et des réseaux sociaux pour les pays francophones, moteur francophone? Donc c'était ça l'idée, c'est d'arriver en fait avec une nouvelle concurrence pour pouvoir se débarrasser peut-être d'une certaine façon de l'hégémonie des GAFAM. C'est le prototype de la fausse bonne idée. C'est le prototype de la fausse bonne idée. Ça a été retenté à plusieurs reprises. Alors les plus anciens d'entre nous se souviennent de Quaero, avant même de parler de Quant dans la période récente. Non, en fait, ce qu'il faut, c'est essayer d'être présent non pas sur des domaines où même Microsoft, pour ne parler que d'eux, avec Bing, n'ont fait qu'ébrécher le monopole de Google. Non, il faut d'une part, c'est là où nous aurons peut-être une petite différence, je pense effectivement que les lois et projets de directives européens sont très importants dans l'avenir, les quatre, puisqu'on parle surtout DSA, DMA, vous en parliez à l'instant. Bien sûr. Mais il y a aussi DGA, Data Governance Act, sur tout ce qui sera courtier en données, donc régulation de la donnée, et AIA sur la régulation de l'intelligence artificielle, donc Artificial Intelligence Act. On va y revenir. Donc, voilà, je pense que là-dessus, c'est un point. Mais il faut bien avoir en tête que globalement, nous devons d'être présents sur les segments à venir. La santé connectée, la maîtrise de l'environnement, les transports connectés, intelligents, voire peut-être autonomes, etc. etc. C'est sur ces prochains... Alors, je ne dirais pas comme l'un des candidats que je ne citerai pas, il faut uniquement aller sur le quantique, les GAFA, c'est terminé, il n'y a même pas la peine de les concurrencer. Non. C'est Éric Zemmour, je crois, je ne sais pas de quoi il est question. Mais fondamentalement... je crois qu'on doit accompagner le mouvement là où nous sommes forts. C'est pour ça que le débat sur le Health Data Hub est aussi important. C'est parce que nous avons à faire véritablement dans ce secteur de la santé, de l'assurance et peut-être aussi des fintech, puisque tout ça sera lié à l'avenir. Nous avons effectivement une carte à jouer européenne qui sera majeure. Donc le fait de confier à des acteurs extra-européens et d'autant plus un contresens industriel par rapport à cela. Donc, oui. Alors vous avez parlé de l'enjeu, je vous coupe, de la cybersécurité. Oui. Effectivement, là aussi, énorme point sur le sujet de la souveraineté numérique. Et là, on voit encore une fois que ce sujet a été saisi par les candidats à l'élection présidentielle. On lit des propositions autour de ce sujet à peu près dans tous les programmes. Protéger nos infrastructures, protéger nos données. On a entendu des propositions autour d'une 4e force armée, par exemple. Est-ce que les propositions qui sont aujourd'hui proposées sont solides, concrètes, à la hauteur des enjeux ? Là encore, je pense que les idées, les intentions sont bonnes. Ce qui reste à faire, c'est le passage aux actes. Oui. Donc, alors, on peut citer quand même dans le domaine de la cybersécurité la mise en place d'une norme récente, le Secnum Cloud, qui vise en fait effectivement à certifier les opérateurs qui hébergeront les données sur des clouds de confiance et qui respecteront les plus hauts standards en matière de sécurité. Maintenant, il faut, je pense, aller beaucoup plus loin. Et à nouveau, je voudrais revenir sur
la question du respect de la RGPD, qui est un point majeur, parce qu'il s'agit en fait effectivement d'opérer nos données par des acteurs européens qui ne sont pas soumis à l'extraterritorialité des données, qui reste un point sensible. Pour rester aussi sur ces enjeux de cybersécurité, vous vouliez réagir, je crois, Bernard Benamou. Oui, sur SecNumCloud, moi j'ai un vrai problème. Parce que le fait effectivement de permettre à des entreprises extra-européennes de mettre la main sur les données les plus sensibles, données militaires. Alors on a vu l'alliance Google-Thales, qui est là aussi, je trouve, quasiment surréaliste dans la période. On parlait de bleu, Google-Thales, c'est encore un étage supplémentaire. Et le fait en plus d'éliminer, et ça a été quasiment dit par Guillaume Poupard de l'ANSSI, cette procédure de SecNumCloud est tellement complexe que la plupart des PME ne peuvent tout simplement pas y consacrer les moyens qui leur permettraient d'être présentes. Donc, les PME sont exclues aujourd'hui des propositions et du cadre réglementaire ? Je dirais que c'est le parent pauvre. À l'heure actuelle, vu la période, tout le monde ne se gargarise que du mot start-up et maintenant du mot licorne, sachant qu'il faudrait comparer avec nos voisins européens qui ont, par exemple, pour nos voisins allemands, quasiment 2 fois plus, et anglais, alors certes pas européens maintenant, mais 4 fois plus. Donc je pense qu'il faut être modeste quant à notre comparaison. Donc oui, je pense qu'à l'heure actuelle, la vraie progression possible des PME, ce n'est pas, j'imagine mon voisin qui me dira le contraire, vers des ETI, vers possiblement des succès internationaux, ça reste l'exception, qui est de belles valorisations européennes et françaises. Moi, je ne peux que m'en réjouir. Mais nous n'avons pas encore mis en place les aides, les mécanismes, les soutiens, les encadrements juridiques qui permettront, comme on en parlait avec le Small Business Act, une véritable croissance vers des acteurs de taille internationale. Donc la souveraineté par la French Tech et par ces licornes, c'est un petit peu idéaliste pour l'instant. Pour l'instant, soyons très clairs, nous n'avons aucune, ce que j'appellerais, licorne systémique. C'est-à-dire qu'ils soient capables à terme de rajouter des lettres à GAFAM, BATX, NATU et autres acronymes du genre. Non. Donc il nous faut aller vers cela. Ça ne se décrète pas. Je ne fais pas partie de ceux qui pensent qu'une économie dirigiste doit créer ex nihilo une entreprise de genre. Non. Mais aider, favoriser, comme le font les États-Unis, au travers de la commande publique, au travers de l'aide à la recherche fondamentale, de manière à ce qu'effectivement, derrière, ces entreprises aient des clients et pas simplement des financements initiaux, ce qu'elles ont malheureusement trop souvent avec des financeurs anglo-saxons, parce que les grands tours de table dont nous parlons, la plupart du temps, ce sont aussi et d'abord des financeurs extra-européens. Alors vous n'avez pas cité Éric Zemmour tout à l'heure en parlant de quantique et d'intelligence artificielle. C'est vrai que ce n'est pas extrêmement répandu dans les programmes aujourd'hui. Pourtant, ça fait partie des sujets de demain qui pourraient peut-être porter la souveraineté numérique française au niveau européen. Oui, tout à fait. Enfin, le quantique est un sujet d'avenir, un sujet qui est en développement. C'est aussi un buzzword, comme tout sujet qui est émergent. Maintenant, je pense que ce qui est important, c'est de développer une souveraineté sur l'ensemble de la verticale, pas simplement sur, je dirais, un des différents compartiments. Et donc, il faut penser souveraineté sur le hard, sur le soft, sur l'intelligence artificielle, sur effectivement cette dimension quantique. Et c'est à cette condition, je pense, que nous pourrons créer cet écosystème souverain qui permettra de faire émerger de futurs champions. Alors, Jean-Luc Mélenchon a parlé du numérique comme bien commun national. On a d'ailleurs entendu ce terme être utilisé à plusieurs reprises. Qu'est-ce que ça veut dire d'abord ? Qu'il y ait des choses qui appartiennent, maintenant on dit les communs, ça me paraît toujours bizarre parce que c'est une adaptation du terme anglais, les commons, mais qu'il y ait des communs dans le patrimoine informationnel par exemple, c'est une chose dont on peut effectivement discuter, et que le logiciel puisse être développé au travers du logiciel libre, qui est l'une des créations européennes. N'oublions pas que Linux et autres grandes briques de logiciels sur l'intelligence artificielle, par exemple, ont été faites souvent par des Français, Linux par un Scandinave, mais fondamentalement par des Européens. Donc là-dessus, qu'il faille recentrer le débat, mais penser qu'à soi seul, le logiciel libre, dont je suis un militant historique, soit suffisant pour contrarier, entre guillemets, l'hégémonie des grands groupes, non. N'oublions pas que et Google et Facebook, par exemple, sont des grands promoteurs de solutions de logiciels libres. Mais ça ne les empêche pas d'être aussi en abus de position dominante de façon absolue dans certains domaines. Donc je crois que c'est important, et il n'est pas étonnant que Mélenchon participe de ce mouvement-là, mais ne pas considérer que ce soit une solution à soi seul, mais qu'il faille un mot suranné, qui sent un peu les années 70, qu'il faille une véritable politique industrielle dans ce domaine, parce qu'en gros, c'est le mot que l'on n'entend plus. C'est-à-dire qu'on dit financement, concurrence et effectivement possibilité d'arriver sur le marché. Les Américains, et encore moins les Chinois,
ne sont dans la concurrence libre et parfaite. Ce n'est pas vrai. Et ils sont dans l'intervention forte sur la défiscalisation d'un Tesla ou d'un SpaceX, lorsqu'ils ont effectivement des opérations, dans la commande publique massive de la NASA, justement, pour SpaceX, et d'autres. Ils sont dans l'intervention forte des États et de l'État fédéral. Par définition, nous devons de cesser, ce qu'a dit très bien Thierry Breton, la naïveté européenne dans le domaine de la concurrence. Nous devons d'établir, là où justement d'autres le font, d'établir des barrières. Alors ça porte un mauvais nom, puisqu'on ne l'aime pas, c'est le mot protectionnisme, certes, mais à un moment donné, nous n'avons pas le choix. Et sur les technologies stratégiques, les microprocesseurs, entre autres, il nous faut être présents. C'est ce que comprend c'est ce que maintenant comprend toute l'Union européenne. On ne peut pas ne pas y être, et nous avons là-dessus largement fauté en pensant que les Chinois feraient très bien l'affaire ou les Taïwanais. C'est des sujets qui ont été portés par le gouvernement actuel. On peut se poser la question, c'est la question qu'on s'est posée la dernière fois qu'on a fait ces débats, donc je vous la pose aujourd'hui. Est-ce que quand on n'est pas candidat président, on a la mesure du poids qu'aura la France sur le secteur numérique? Est-ce que les propositions sont cohérentes et elles le resteront une fois que ces candidats auront pris le pouvoir? Nous l'espérons. Enfin, encore une fois, je pense que les idées sont sur la table. Maintenant, il est important que ces idées se traduisent au niveau français, mais aussi au niveau européen. On a aujourd'hui des réglementations qui sont en discussion au niveau européen qui vont dans le bon sens. Ce n'est pas suffisant. Je pense qu'il faut rappeler quand même que le nerf de la guerre, ça reste le financement de notre écosystème pour encourager le développement de solutions qui existent, qui sont là. Et qui aspirent à devenir demain de véritables champions. Je vais reprendre notre domaine qui est celui du travail collaboratif. Aujourd'hui, nous sommes au moins 8 solutions à pouvoir prétendre prendre le relais de ce que sont les GAFAM, en fait, tout simplement. Et nous attendons en fait du gouvernement qu'il puisse soutenir cette filière en permettant de mettre en place une sorte de Small Business Act à la française, et à nouveau donc en fléchant la commande publique vers notre secteur, comme l'ont fait, le grand absent, comme l'ont fait en fait les autres grands États qui ont largement financé le développement des GAFAM. Rapidement, on conclut. J'allais dire, même un extrémiste de gauche comme M. Geoffroy Roux de Bézieux est désormais favorable au Small Business Act. Donc je pense qu'il est temps effectivement que même des gens plus à droite que lui finissent par s'y mettre. Merci à tous les deux d'avoir pris le temps de venir en plateau aujourd'hui pour faire un point sur les ambitions de souveraineté européenne des candidats à l'élection présidentielle qui aura lieu dans 2 semaines. Bernard Benamou, je rappelle, vous êtes secrétaire général de l'Institut de la souveraineté numérique, l'ISN, et vous, Philippe Pinault, PDG et cofondateur de Talk Spirits. On poursuit quant à nous avec votre rendez-vous à la découverte du biomimétisme. C'est parti. On se retrouve pour votre rendez-vous biomimétisme dans Smart Tech. Aujourd'hui, avec nous, Alexandre Bollati, spécialiste en recherche et innovation chez Bioxégie. Bonjour. Bonjour Cécilia. Bienvenue sur le plateau de Smart Tech. Alors aujourd'hui, on parle du pelage des ours, c'est ça? Exactement. Alors les ours, ce sont des animaux qui nous paraissent assez familiers. Et c'est vrai, on connaît tous l'ours brun, on connaît tous l'ours blanc. Mais en fait, derrière le mot ours, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas forcément très connues. Et déjà, il faut savoir que les ours, c'est une famille de 8 espèces au total, dont certaines qui peuvent prêter à sourire, par exemple l'ours à lunettes. Ça existe? Ça existe, effectivement, en Amérique du Sud. C'est le plus petit ours du monde. D'accord. Et c'est aussi intéressant du point de vue historique de voir que l'homme a cohabité avec la plupart de ces espèces pendant des milliers d'années, parfois depuis la préhistoire. Et notamment en Europe, en fait, on voit que l'ours brun était perçu de façon différente, parfois comme un animal très fort, une force de la nature à cause de son caractère imposant, et parfois au contraire comme un animal un peu maladroit, même un peu ridicule. Et c'est vrai que quand on observe un ours comme ça à première vue, on a l'impression que c'est un animal qui est un peu pâteau, un peu gauche, alors qu'en réalité, ils sont capables de faire des choses assez étonnantes. Déjà, les ours courent très vite par rapport à ce qu'on peut imaginer. Ils sont capables de nager également et même de grimper aux arbres. Oui, donc beaucoup de choses. Bon, ils ne sont pas hyper actifs pour autant, puisque certains ours, comme l'ours brun, ont aussi la capacité à hiverner. Oui. C'est-à-dire que lorsque l'hiver vient, ils vont ralentir leur métabolisme et se mettre en une espèce de léthargie pas trop prononcée, mais comme leurs proies sont moins abondantes l'hiver, ça leur permet en fait de tenir le coup. Alors ça, c'est pour le contexte historique, maintenant qu'on connaît tout sur les espèces d'ours différentes. Qu'est-ce qui vous intéresse ici? On a parlé du pelage de l'ours. Oui. Alors nous, en fait, on va s'intéresser à l'ours polaire, notamment à son pelage, donc qui, pour le coup, est un des ours les plus connus. Mais finalement, c'est un ours qui est assez surprenant, on va s'en rendre compte. Et déjà, une première surprise, c'est que, contrairement à ce que son nom indique, l'ours blanc n'est pas blanc.
D'accord. Ces poils, en l'occurrence, ne sont pas blancs, parce que si on les regarde indépendamment, en fait, ces poils sont transparents. Ils laissent passer la lumière. Ok. Et c'est seulement quand ils sont présents ensemble sur le pelage de l'ours qu'en fait, ça va diffuser la lumière, c'est-à-dire que ça va répartir la lumière dans toutes les directions, un peu comme dans les nuages, en fait. Et c'est ça qui va donner cet aspect blanc, blanchâtre au pelage de l'ours polaire. Et alors le point sur lequel on va s'appesantir, c'est le fait que, bon, sans surprise, l'ours polaire doit faire face à des températures parfois très basses. Et pour ça, il a une technique assez inédite. Alors bon, déjà, il a une grosse couche de graisse sous la peau, comme beaucoup d'animaux de ces latitudes. Et il a aussi un duvet très dense, imperméable, qui lui permet de bien conserver la chaleur. Mais ce qui est vraiment assez particulier, c'est qu'en fait, les poils qui recouvrent l'ours sont creux. Il y a une espèce de partie avec de l'air à l'intérieur. Et il a été montré qu'en fait, cette particularité, ça permet à l'ours de conserver les infrarouges en fait, qui sont émis de l'intérieur de l'ours. Parce que les infrarouges, ce sont des rayons qui sont émis par les corps chauds. Nous, on en émet, les ours aussi. Et avec cette spécificité, en fait, l'ours va pouvoir conserver les infrarouges qu'il émet, ce qui va donc le réchauffer, en fait, parce que sinon, on perd de la chaleur. Et ça, c'est quelque chose qui est assez spécial pour le mentionner. Donc, poils translucides qui réfléchissent la lumière, cette cavité qui laisse passer les infrarouges. Qu'est-ce qu'on fait de tous ces secrets de l'ours? Est-ce qu'on peut les utiliser d'un point de vue technologique? Tout à fait. Effectivement, il y a des chercheurs chinois qui, en 2018, ont prototypé en fait, une fibre textile à base de soie. Et ils ont réussi, c'est ça qui est assez fascinant, à incorporer cette partie creuse, cette partie poreuse, à l'intérieur du fil de soie. Donc ils ont créé leur textile comme ça, et c'est la première fois en fait qu'on arrive vraiment à créer ça de manière suffisamment grande. Et ils ont observé qu'en fait, on avait une très très bonne capacité d'isolation, comme les textiles qu'on connaît tous, mais avec cette particularité que ça permet aussi de conserver les infrarouges qui sont émis par la personne, donc qui va porter le textile. On est entre 70 et 80% des rayons qui sont émis, conservés, alors que pour les autres textiles, on atteint péniblement 60% pour les meilleurs. Et alors, ils l'ont testé sur un petit lapin, je crois qu'on a une photo qui montre ça. Ah oui, on voit la photo à l'image. Et on voit qu'en fait, donc ça c'est une caméra infrarouge qui a filmé ça, on voit que le lapin, en fait, quand il est couvert par ce textile, est invisible aux IR, aux infrarouges, c'est-à-dire qu'on n'a aucun moyen de savoir qu'est-ce qui a été émis par le lapin, puisque presque tout, est absorbé par le nouveau textile. C'est comme une cape d'invisibilité. Exactement. Mais tout à fait. D'ailleurs, c'est intéressant parce que en termes de potentialité biomimétique, cette technologie-là peut être utilisée à des fins de camouflage infrarouge. Par exemple, pour l'armée, on peut imaginer comme ça des textiles, des revêtements qui permettent cette invisibilité à ce type de détection. Et on peut aussi imaginer d'autres applications, peut-être plus courantes dans l'industrie textile en général, avec pourquoi pas des vêtements. Alors, selon les chercheurs, en plus, c'est un textile qui est très respirable, qui est facile à porter. Donc, a priori, donc on peut imaginer des usages quotidiens. Exactement, tout à fait. Et on pourrait aussi imaginer, pourquoi pas, dans un secteur différent, dans le bâtiment, par exemple, des revêtements. Alors, il y a déjà des fibres qui sont utilisées dans le bâtiment pour conserver la chaleur. Avec ça, on a beaucoup de possibilités. Pour éviter la perte de chaleur. Voilà. Raison de plus pour protéger l'ours polaire. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de venir nous raconter aujourd'hui les secrets de l'ours polaire en plateau pour toujours découvrir ces applications innombrables dans le domaine du biomimétisme. Je rappelle que vous êtes Alexandre Bolatti, spécialiste en recherche et innovation chez Bioxégie. Allez, on enchaîne quant à nous et on termine cette émission avec une rencontre dans votre séquence Ils font demain, celle du fondateur de l'entreprise MAT Pharma, spécialisée en recherche microbiote. C'est parti. Toutes les semaines, vous découvrez dans votre séquence Ils font demain un reportage à la rencontre de ceux qui font les innovations de demain. Aujourd'hui, je vous propose de redécouvrir une entreprise française, MAT Pharma, qui innove dans le secteur des microbiotes. L'objectif, accompagner les patients qui souffrent de pathologies graves en agissant directement dans leurs intestins après le passage de traitements médicaux. Alors, vous allez découvrir aujourd'hui le fondateur de la société derrière la caméra de Cossé Labouèche. Bonjour. Bonjour.
Le microbiote intestinal est un nouvel organe essentiel dans la santé humaine. Il est composé chez chaque individu d'environ 250 espèces bactériennes. Il contient près de 800 000 gènes, c'est-à-dire 10 fois plus que le génome humain, et pèse au total 1 kg. C'est un élément essentiel qui est en interaction permanente avec le reste de l'individu, c'est-à-dire la partie humaine, la partie haute. Cette interaction permet de stimuler le système immunitaire, de protéger contre les infections, et nous voyons aujourd'hui une altération de ce microbiote intestinal qui impacte environ 25% de la population mondiale. Bonjour, tu vas bien? D'accord. Pour illustrer ce qu'on fait chez MaaT Pharma, ici je vous montre le microbiote intestinal d'un patient qui vient d'être diagnostiqué d'une leucémie aiguë. Comme vous pouvez le voir, il a une très forte diversité et une très grande richesse, c'est-à-dire que chaque espèce bactérienne est représentée avec une certaine abondance. Le patient va recevoir des chimiothérapies, des antibiotiques, et vous pouvez voir qu'à l'issue de ces traitements qui sont très agressifs pour le microbiote intestinal, vous avez une simplification totale du microbiote. Donc le microbiote va être dominé par 1 ou 2 ou 3 espèces bactériennes, et ce qui n'est pas bon du tout pour le patient, parce qu'il va perdre ses fonctions de résistance au stress, et notamment il peut développer des infections, il peut développer des complications extrêmement graves. On a développé un premier produit qui a été testé en clinique, c'est-à-dire sur l'homme, et vous pouvez voir qu'après l'administration de notre produit, on peut restaurer le microbiote intestinal à 90% de ce qu'il était avant de recevoir les traitements chimio-antibiothérapie. Pour recoloniser un microbiote, il y a plusieurs modalités. Certains vont poursuivre des approches avec 1 ou 2 souches pour apporter des corrections ponctuelles, je dirais, à la rupture de la symbiose. Nous, on a une approche globale où on va récolter du microbiote sur des selles, où on va produire du microbiote synthétique et on va configurer, designer, concevoir ce microbiote en fonction de l'objectif qu'on veut atteindre. Donc on va le collecter sur des individus sains, en faire soit une version native avec ses dons, ou alors un produit synthétique à partir de biofermentation, et ensuite on va l'administrer sous forme de pilule directement pour que ça arrive et colonise le patient, l'intestin du patient. Il est clair que depuis 2013, date à laquelle les premières sociétés sont créées, pas grand monde y croyait. Et aujourd'hui, on a eu un inversement de tendance qui est énorme, avec un nombre d'essais cliniques et de recherches scientifiques dans le domaine absolument exponentiel. Notre vision des choses, c'est qu'en fait, on est en train de réécrire la médecine, réinventer la médecine en mettant le microbe au milieu de la prise en charge du patient. Et notre objectif, c'est vraiment de recréer ces liens entre le monde microbien et le monde humain, la symbiose, et d'avoir une approche à la fois holistique et personnalisée du patient, et non pas simplement le traitement des symptômes de la maladie humaine, de la partie humaine, mais également le traitement systémique pour les patients. Voilà pour votre reportage du lundi. Merci à tous de nous avoir suivis. J'espère que vous aurez apprécié ces discussions aujourd'hui autour de la tech. D'abord sur le DSA en introduction d'émission et puis ce débat à 2 semaines des élections présidentielles. Il vous reste un débat autour du numérique la semaine prochaine avec Delphine Sabatier, juste avant les élections présidentielles. On se retrouve dès demain sur Bismart pour votre rendez-vous quotidien sur la tech, le numérique et les nouvelles technologies avec en cœur d'émission 20 minutes de discussion autour d'un sujet passionnant, celui de la mémoire numérique. Merci à tous de nous avoir suivis. À demain sur Bismart.